La semaine dernière, j'ai passé une barre à 240 kg et dans cette vidéo, je vais revenir sur les aspects essentiels qui m'ont permis de passer cette barre. Selon moi, les points les plus importants concerneront la technique, étant donné que sans technique, pas possibilité d'exprimer ton potentiel maximal. Dans un premier temps, j'ai réintégré l'idée de pousser les hanches vers l'arrière. Alors honnêtement, j'ai vraiment commencé à comprendre ce concept sur le dernier bloc, mais c'est à partir de ce bloc-là, le bloc dans lequel je suis actuellement, que j'ai réussi à l'adapter de façon à avoir le concept technique, entre guillemets, le plus efficace possible pour mon squat. Pour t'expliquer un petit peu la façon dont je vois cet aspect technique, en fait, l'idée maintenant sur laquelle je me focalise, c'est pas d'envoyer les hanches en arrière, mais davantage d'initier mon squat avec les hanches avant d'enclencher avec les genoux. L'idée, en gros, c'est que si tu fais ça directement et que tu essaies quand même de descendre directement vers le bas et non pas vers l'arrière, tu vas pas mettre l'intégralité de ta charge sur tes lombaires et tu vas davantage focaliser quand même le travail sur les quadriceps parce que c'est quand même le groupe musculaire qui va être le plus important dans ton squat. Et donc la conséquence, c'est que ça te permet de répartir un petit peu mieux la charge et de pas voilà avoir tout le stress qui arrive directement sur tes lombaires. Tu peux un petit peu répartir. Donc je sais pas pour faire simple, 33% sur les lombaires, 33% fessiers, 33% quadriceps. C'est un exemple, évidemment ça se répartit absolument pas comme ça, ok? C'est juste pour te faire comprendre, voilà, la charge en fait, l'idée c'est de la répartir le plus équitablement en fonction des différents groupes musculaires qui sont impactés. Deuxièmement, j'ai légèrement réduit mon amplitude. Dans la majorité des cas, c'est vraiment pas quelque chose que je te recommande de faire parce que la plupart des athlètes de force ont des difficultés, je trouve, à vraiment avoir l'amplitude au squat. Oui, soit ils ont à peine l'amplitude, soit ils l'ont mais c'est un petit peu douteux ou quoi. Moi, je sais que j'avais vraiment une amplitude qui était excessive. Je te mettrai une vidéo à l'écran, je descendais quasiment aussi bas qu'un haltéro. Donc il y a un moment, en fait, il faut comprendre que forcément, plus ton mouvement est grand, plus tu as de force à générer. Donc j'étais un petit peu obligé, entre guillemets, de réduire mon amplitude si je voulais squatter plus lourd. Troisièmement, on va parler de l'approche mentale que j'ai sur le mouvement depuis quelques mois. J'ai eu un gros avantage, c'est que j'ai enfin trouvé une technique avec laquelle je peux exprimer mon potentiel maximal. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis passé de 210 à 240 kg en moins de 6 mois. C'est pas parce que j'ai pris énormément de force ou quoi que ce soit, la force elle était déjà là. C'est simplement qu'en fait j'ai appris à exprimer mon potentiel parce que j'ai beaucoup moins de limitations. Je pense notamment au coude que j'envoyais beaucoup en arrière et qui me faisait vraiment partir en avant. Maintenant, le fait d'envoyer les coudes vers la barre, en fait, ça me permet de redresser la trajectoire et de pas me saboter, entre guillemets, en shiftant toute la pression au niveau de mes lombaires ou quoi que ce soit. En fait, j'arrive vraiment, encore une fois, on revient sur le même concept que tout à l'heure, à répartir la charge au sein des groupes musculaires de façon plus ou moins équitable. En parallèle, à part sur cette séance à 240 kg justement, mais sinon ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas raté une barre au squat. Et tu te doutes que quand tu rates pas une barre pendant 6 mois, ton niveau de confiance sur le mouvement, il explose. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis à 100% contre le discours qui te dit c'est pas grave d'échouer régulièrement, etc. Ça fait partie du processus. Mais en fait, oui et non. Je suis d'accord que de temps en temps, un échec, de toute façon, ça va t'arriver. Si tu t'entraînes pendant 10 ans, tu vas pas passer 10 ans sans rater une barre, c'est évident. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de pousser au 2,5 kg près à chaque fois, parce qu'en fait, il y a un moment, tu vas pousser un petit peu trop, tu vas rater ta barre, tu pourras pas en faire une autre derrière, et tu vas commencer, en fait, petit à petit, à te créer des barrières mentales. Évidemment, c'est pas parce que tu rates une barre que tu auras des barrières mentales et que tu passeras jamais cette barre. Mais en fait, c'est quelque chose qui clairement ne va pas t'aider, et si tu prends l'habitude de rater des barres de façon constante, entre guillemets, à l'entraînement, je dis n'importe quoi, mais si tu rates une barre toutes les 2 semaines ou un truc comme ça, à la fin de l'année, tu as raté genre 20-25 barres. La confiance que tu as en toi sur le mouvement, elle est horrible. Et en fait, quand tu approches le mouvement, tu te dis déjà, ok, techniquement, j'ai déjà raté 25 fois, donc pourquoi je raterais pas une 26e? C'est inconscient, évidemment, ce raisonnement-là. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La confiance sur le mouvement, c'est vraiment un aspect énorme si tu veux performer. Donc moi, je t'encourage à mettre des barres peut-être un petit peu plus légères. Donc tu auras un peu de frustration, tu voudras peut-être mettre un peu plus lourd. Mais au moins, tu t'assures de réussir tes barres. Et réussir tes barres sur toute une année, en termes de confiance, ça peut vraiment aider énormément. Le gros problème des barrières mentales, c'est que par définition, tu es convaincu que c'est pas une barrière mentale. Tu es convaincu que c'est un problème dans ta récupération, dans ta programmation, sur ta technique ou quoi, et tu vas commencer à tout changer à droite à gauche. Et la plupart du temps, ça va faire des problèmes parce qu'en fait, la plupart du temps, tout est bon, c'est-à-dire ta technique, je sais pas, ta technique, ta programmation, ta récupération, tout est nickel. En fait, c'est juste ton approche mentale, tu paniques entre guillemets ou t'es pas très bien à l'idée d'avoir une certaine barre sur le dos. Et donc en fait, à chaque fois que tu charges cette barre, t'es pas confiant, tu te dis ah ouais, je suis nul, etc.
Et en fait, ça fait que tu es nul. Mais au final, en fait, ta programmation, ta technique, c'est très probable qu'elle aille très bien et qu'il n'y ait absolument rien à changer. Quatrième point, c'est ce que j'appelle le processus de surrécupération. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre, mais je vais t'expliquer. Pour faire simple, 48 heures avant mon SBD, je vais abuser de la récupération sur tous les aspects possibles et inimaginables. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Je vais passer de 9 heures à 10 heures de sommeil par nuit. Je vais passer, je dis n'importe quoi, de 3500 calories à 3800 du jour au lendemain. Je vais boire un petit peu plus d'eau, je vais réduire le nombre de pas, etc. L'idée, c'est de réduire au maximum le stress, d'augmenter au maximum la récupération pour avoir cet effet où en fait ton corps est habitué à un certain rythme et boum, d'un coup, tu lui donnes beaucoup plus de ressources pour récupérer et donc il surrécupère, entre guillemets, c'est pour simplifier le terme que j'utilise ça, et donc ça te permet de mieux performer à l'entraînement, tout simplement. Une chose qui est super importante à comprendre, c'est que le corps, c'est une machine à adaptation. C'est pour ça que tu vois des mecs qui sont super forts et qui pourtant dorment 6 heures, ou des mecs qui sont super forts et qui mangent quasiment pas, parce qu'en fait ton corps, au bout d'un moment, il s'adapte. Ça prend très longtemps, mais il y a un moment où en fait ton corps va s'adapter. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, il y a un moment, ton corps, il va s'adapter, il va se dire, ok, je dis n'importe quoi, je mange 2000 calories par jour, bah, si je mange tout le temps 2000 calories par jour, bah, passer un certain stade, c'est mon niveau de base. Et donc si un jour j'arrive et je mange 2100 calories, bah, je vais me sentir mieux. Hop, et donc là je vais avoir ce processus dont je te parlais tout à l'heure de surrécupération entre guillemets qui va arriver. Maintenant tu te poses sûrement la question, bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas directement dormir 18 heures par jour et tu t'entraînes à ton SBD, tu rentres et tu redors et tu fais que ça de ta vie et tu bouges plus. En fait le truc c'est que si tu dors 18 heures par jour, bah, déjà force à toi parce que c'est un petit peu complexe. Dormir 18 heures par jour, en fait au bout d'un moment ton corps en fait il va s'habituer et au moment où il sera habitué, entre guillemets, pour avoir cet effet de surcompensation, bah, va falloir que tu passes à 19 heures, peut-être à 20 heures. Et en fait, il y a un moment, bah, déjà, ça a absolument plus de sens. Et c'est surtout que, en fait, tu peux pas. Tu vas avoir exactement le même résultat qu'un mec qui va passer de 6 à 7 heures de sommeil, en fait. Donc pourquoi est-ce que tu veux dormir 18 heures par jour pour avoir le même résultat qu'un mec qui va dormir 7? Globalement, c'est un petit peu ce que je veux dire par là. Maintenant, évidemment, il y a quand même un niveau logique à atteindre. Donc je te dis pas de passer de une heure, fait de faire 1 heure de sommeil tous les jours et juste pour ton effet de surrécupération de passer de 1 à 2 heures. Ok, il faut avoir un minimum de logique. Évidemment, il faut quand même, si possible, 7 heures de sommeil par jour, c'est quand même le minimum. Mais globalement, voilà, il faut comprendre que cet effet de surrécupération, il est bien réel et c'est hyper efficace et hyper utile à intégrer lors d'un SBD ou lors d'un entraînement peut-être un peu plus important que les autres que tu vas avoir en fin de bloc, sur lequel il faut vraiment que tu te donnes. C'est vrai que 48 heures avant, si tu peux implémenter ces stratégies-là, ça peut vraiment t'aider. Enfin, j'aimerais également parler de la gestion de la hype. En ce qui me concerne, je me hype uniquement sur les top 7 de mes 2 dernières semaines et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ce hyper, tu vas peut-être pas t'en rendre compte parce que justement, t'es hypé au moment où tu le fais, mais c'est drainant. Mentalement, ça te casse, ça te demande énormément d'énergie, énormément de ressources mentales, et le faire à toutes les séries de tout un bloc, c'est une très mauvaise idée. Dans un second temps, je ne sais pas si tu te rappelles du point que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au corps qui était une machine à adaptation, ça fonctionne exactement pareil. Si tu te hypes à toutes les séances H24, ton corps il va devenir désensibiliser. C'est le même principe que si tu prends du café tous les jours, ça va plus rien te faire. C'est exactement le même principe pour tout. Le corps, c'est une machine à adaptation. Donc, si tu lui donnes le même stress tous les jours, il va s'adapter. Et une fois qu'il sera adapté, tu n'auras plus de résultats, ou en tout cas des résultats vraiment minimes qui seront absolument pas à la hauteur de tes espérances. Troisièmement, je vais te poser la question, quel est l'intérêt de se hyper pour une single RPE6 en début de bloc en semaine 1? Explique-moi. Il n'y a absolument aucune logique. Tu es à un RPE6, donc de toute façon, tu as au moins 4 reps en réserve, il n'y a aucun risque que tu échoues. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a juste pas d'intérêt. C'est juste stupide. Ça va juste drainer du focus, de l'énergie mentale, des ressources mentales, etc. pour rien. C'est stupide. Ok, t'es en semaine 1, t'as pas besoin de sortir une dinguerie, t'as pas besoin de te sur-hyper en semaine 1. Quatrièmement, à trop vouloir se hyper, ça arrive très souvent de perdre complètement ses moyens, perdre complètement sa technique et au final, en fait, se retrouver à juste forcer et juste essayer de valider le nombre de reps ou le nombre de séries qu'on a ou quoi que ce soit, mais en fait, la qualité technique n'y est pas du tout, et pourtant, ça devrait être le focus numéro un sur l'extrême majorité des séries que tu fais. En limitant au maximum mon exposition à la hype sur les premières semaines de bloc et en l'accentuant au contraire sur les dernières semaines de bloc, ça me permet réellement en fait d'avoir cet effet de surperformance encore accentué. En fait, quand tu le combines avec l'effet de sur-récupération dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'en fait, c'est le combo de ces deux qui peut vraiment t'apporter une surperformance excellente. Ok, donc pour te donner un ordre d'idée, il y a quelques semaines de ça, du coup, je crois que ça fait 2-3 semaines où j'avais raté
ou à peine, non, j'avais à peine validé 3 reps à 202,5 au squat. La semaine suivante, je fais 3 reps à 217,5. Et ça, c'est pas pour rien, c'est bon, déjà parce que j'avais fait une erreur technique, mais c'est aussi et surtout ce combo en fait de surrécupération et l'effet de surperformance parce que tu vas te surhyper, donc tu prends l'ammoniaque et tout, tu t'énerves, enfin, je vais pas t'expliquer comment te hyper, je pense que tu sais faire, mais globalement en fait quand tu couples les deux ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très 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 efficace en termes de rendement. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que j'ai créé un programme gratuit, je dis bien gratuit, de 4 semaines qui te permettrait de prendre en force sur ton squat, ton bench, ton deadlift, mais également de prendre en masse. Sûrement que tu aurais des étoiles dans les yeux, pas vrai? Aujourd'hui, ton rêve va pouvoir se réaliser parce que c'est précisément ce que j'ai fait, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour le télécharger et commencer ta progression dès maintenant. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.